Aujourd'hui, nous sommes à Marseille et je reçois Benjamin Clément dans notre van number qui va nous expliquer pourquoi et comment il s'est lancé très jeune dans l'entrepreneuriat. Après avoir débuté en freelance, Benjamin est devenu en quelques années un serial entrepreneur puisqu'il détient aujourd'hui pas moins de 5 sociétés dans des secteurs d'activité très diversifiés. Bien que différentes, nous découvrirons que ces sociétés sont bâties sur un socle commun et partagent de vraies valeurs d'authenticité. Bonjour Benjamin. Salut Benjamin. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Je suis ravi de pouvoir échanger avec toi. Super, écoute, c'est avec plaisir. Pour démarrer, tu as choisi de garer le van sur la corniche Kennedy à Marseille. Qu'est-ce que ce lieu t'inspire ? Tout à fait. Déjà, je me suis dit que s'il faisait beau, ça allait être un endroit super pour admirer la mer, admirer la vue. Et c'est vrai que c'est un peu symbolique pour moi la corniche parce que j'ai habité quand je suis arrivé à Marseille il y a près de 15 ans. J'ai emménagé à Andoum. J'ai vécu pas mal de temps à Andoum et c'est vrai que je venais souvent me balader, faire mon jogging ici. Et c'est un lieu qui m'inspire beaucoup et voilà, qui représente, je trouve, Marseille pour moi, qui permet d'avoir l'esprit libre, un peu en tout cas, d'avoir une vue sur l'horizon. C'est hyper, je sais pas, pour moi, ça inspire vachement ma créativité et ça me donne pas mal d'envie quand je suis sur la corniche. Et je trouvais ça symbolique de venir garer le van ici pour faire cette interview, quoi. Ok, si je comprends bien, c'est le début de ton histoire avec Marseille. C'est ça, c'est un peu le début de mon histoire avec Marseille. Et je sais pas, c'est un lieu que beaucoup de Marseillais adorent. C'est sympa, t'as la promenade, les coureurs, les gens qui font du vélo. T'as une vue imprenable quand même sur le château d'If, l'île du Frioul et sur Marseille de manière générale. Et c'est vrai que c'est un lieu que j'affectionne beaucoup. Ouais. Ok. Et tu disais que c'est là où tout a commencé pour toi. Marseille, c'était ta première terre entrepreneuriale ? C'est vrai que c'est un peu là où tout a commencé il y a pas mal d'années déjà, il y a une dizaine d'années. Même si j'entreprenais déjà un peu, j'étais déjà, on va dire, créatif, entrepreneur. J'avais eu des associations par le passé. Mais c'est vrai que c'est à Marseille que j'ai monté en tout cas mes premiers projets, mes premières sociétés, et que je les ai développés pendant presque, ça va faire 8 ans là, cette année. Donc c'est vrai que c'est une terre pour moi, un peu une terre d'entrepreneuriat, quoi. D'accord. Ta première activité, c'était en tant que freelance, c'est bien ça ? Alors oui, ça fait donc une quinzaine d'années que je suis freelance, que je suis à mon compte. Donc on va dire en quelque sorte aussi entrepreneur, auto-entrepreneur, pour donner le terme exact, en tant que graphiste et directeur artistique. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et après, j'ai continué à travailler dans la production. Je me suis vachement développé dans la direction artistique, le développement, le sourcing et le développement de produits. Mais voilà, de manière générale, on va dire la communication, l'événementiel aussi. Tous ces domaines-là en fait que j'affectionne beaucoup et dans lesquels je me suis un peu spécialisé à Marseille pendant toutes ces années. D'accord. Pour quel type d'entreprise tu travaillais ? Dans quel secteur ? Alors j'ai fait pas mal de culturel, pas mal d'artistique. J'ai travaillé avec le MUCEM notamment, le Musée des Civilisations. J'ai travaillé pour pas mal de gros groupes un peu événementiels comme le R2, le Baou. J'ai aussi travaillé un peu avec la ville, comme tu vois l'été marseillais, des choses comme ça, avec lesquelles j'ai pu un peu me faire la main. Également, un point important de mon parcours, on n'en a pas parlé la dernière fois au téléphone, mais c'est la marque Culte, voilà, qui en fait m'a permis vraiment, en arrivant à Marseille, j'étais en stage chez eux en alternance en Master 1 et Master 2, qui m'a permis vraiment de faire mes armes à Marseille. Et c'est un peu grâce à cette marque et les gens avec qui j'ai travaillé que j'ai pu faire un peu mon expérience post-formation, me faire la main, rencontrer du monde, créer mon réseau et me donner aussi cette envie d'entreprendre. Et c'est vrai que c'était un moment clé un peu pour moi quand je suis arrivé à Marseille parce que je connaissais personne. J'avais pas encore le bagage que j'ai maintenant et j'avais pas ni le bagou. Et du coup, c'est vraiment cette marque qui m'a un peu donné les outils et les moyens en fait de développer un peu mes idées et de travailler dans un milieu créatif et entrepreneurial. Et du coup, je donne une fière chandelle, je pense, à cette marque et à ces gens avec qui j'ai travaillé, notamment Mathieu Gamet. Culte, une marque marseillaise. Culte, une marque marseillaise qui a maintenant, authentique. qui doit avoir presque maintenant 30 ans, qui a eu plusieurs vies, plusieurs montants et descendants. Et moi, je sais que je suis arrivé sur le deuxième cycle de Culte qui venait d'être racheté et qui relançait. Il y a pas mal de boutiques un peu partout en France. Et là, pour le coup, je m'occupais d'une grosse partie communication, marketing et design aussi, parce qu'il y avait toujours cet aspect un peu design. Je reste designer, je reste graphiste, directeur artistique. Mais il y avait ce côté quand même market, développement de marque, qui est quand même important, qui faisait les liens avec mes études. Donc moi, j'ai fait un master en management des marques internationales.
Donc tout ce qui est développement de marque, développement de réseau de marque, ouverture de boutiques en France, un peu partout, à l'international. Voilà, donc lancer une marque, ouvrir des boutiques, développer le réseau, communiquer. Donc tout ça, c'était un peu mon job là-bas, en plus de l'illustration, du design, où je dessinais les collections, les t-shirts et tout ça, quoi. Et cette première expérience t'a servi ensuite dans ton aventure entrepreneuriale? Énormément, énormément, puisque c'est là que j'ai appris, on m'a donné, je te disais, les outils pour, déjà pour travailler, et puis pour un peu carte blanche en quelque sorte. Et c'est vrai que c'est un peu ce que enfin, je pense qu'on attend quand on arrive sur le marché du travail, et ce qu'on n'a pas forcément tout le temps. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir. C'est un peu, on m'a donné carte blanche dans quelque chose qui me plaisait, qui me passionnait. Surtout, j'étais fan de Cult depuis que j'avais mon plus jeune âge, depuis que j'avais 10 ans. Je me retrouvais à bosser pour la marque voilà, que je kiffais, comme on dit ici, et avec surtout les mains libres pour voilà, avoir des idées, les développer. Souvent en système D, donc quand je dis les moyens, c'est des moyens on me donnait les moyens, pas forcément financiers, mais on me donnait en tout cas le cadre pour essayer de réaliser mes idées, même s'il n'y avait pas forcément de moyens. Et on m'a toujours, c'est là-bas que j'ai appris un peu le fameux, voilà, le système D on n'a pas grand-chose, mais on va faire quelque chose de bien avec. Et voilà, j'ai un peu commencé comme ça, en tout cas à Marseille. C'est comme ça que j'ai un peu fait mon réseau et mes premières expériences pro. Et travailler avec cette marque, ça m'a quand même permis de rencontrer voilà, tout ce milieu. Donc c'était une marque créative, très ouverte sur le milieu de la musique, de la food, de la mode, culturellement parlant, artistiquement parlant. Donc il y avait quand même tous ces univers musicaux et qui m'ont aussi permis de connecter avec différents médiums pour lesquels je travaille encore aujourd'hui et que j'ai développé, donc que ce soit la musique, l'événementiel, le culturel et la mode. Donc c'est encore c'est vraiment des grands thèmes sur lesquels j'ai bossé en arrivant là-bas et en arrivant à Marseille et que je continue à développer. C'est pour moi des choses qui me passionnent avant tout, quoi. Ton Cult, c'est un petit peu la genèse alors, puisque tu as appris pas mal de choses, tu as rencontré pas mal de monde, ça a permis de te faire ton premier réseau. Ouais. Ensuite, des premières missions en freelance pendant quelques années. Tu parlais du MUSEM, tu parlais de l'été à Marseille. Pas mal L'été marseillais, ouais. Ouais, donc effectivement, moi, j'étais quand même à mon compte en quittant, déjà chez Cult et en partant de ça, j'étais quand même à mon compte, j'avais décidé de me mettre à mon compte. J'ai toujours eu un peu ce côté entrepreneuriat, je veux dire prise de risque, mais bon, en tout cas développement personnel et surtout le travail pour des métiers de passion. Et j'ai beaucoup de mal, moi, à travailler dans des entreprises, même si bon, j'y ai été et j'ai appris énormément pendant mes études en alternance, tu vois. Mais j'avais ce besoin de faire mes choses, quoi, de développer mes idées, mes envies. Et donc, c'est pour ça que je me suis mis à mon compte après mon départ de Cult et que j'ai choisi de développer cet aspect-là à travers le graphisme, l'identité visuelle, l'identité de marque et la direction artistique pour laquelle je me suis spécialisé, accompagner les clients, accompagner des projets sur leur image de marque, sur leur vision aussi stratégique, parce que ça fait aussi partie de la vision stratégique. Développer une image d'un projet, toute l'étape de réflexion, de création, de développement et de lancement en fait, de projet sur une partie, on va dire, visuelle et d'identité de marque. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur ça. Le MUSEM, c'était un point important. Bon, ça faisait déjà un moment que j'étais à Marseille, mais c'est à ce moment-là que j'ai d'ailleurs créé Vacances Permanentes, donc ma société qui bosse d'ailleurs avec Number depuis 2018, c'est quand même pas rien. Qui du coup, j'ai répondu à un appel d'offres pour le MUSEM, le musée des civilisations, qu'on a remporté en 2018. Et donc là, je devais créer, sourcer, distribuer et habiller la boutique du Fort Saint-Jean, qui est la partie historique du MUSEM, qui se trouve sur la place d'Armes du Fort Saint-Jean, donc côté Panier. Pendant 6 mois, une boutique, on va dire, de souvenirs, de musée, mais un peu, pas la boutique de musée traditionnelle. L'idée, c'était de faire appel aux savoir-faire locaux, à l'artisanat local, d'aller sourcer et développer des produits locaux dans notre sélection, de créer des gammes de produits qui sont en accord avec les savoir-faire de notre région, Marseille, le sud de la France, Provence, Méditerranée, on va dire. Donc là, j'ai un peu mis, déjà, c'était un de mes premiers aussi gros pieds à l'étrier aussi à Marseille, c'était cet appel d'offres au MUSEM qui a lancé donc du coup Vacances Permanentes, la société, mais aussi la marque et le concept un peu de pop-up store, de boutique éphémère, avec cette sélection de produits d'artisanat.
avec une volonté vraiment de valoriser et de mettre en lumière les savoir-faire locaux, avec une esthétique particulière. On sort de l'esthétique un peu, on va dire, bateau et comment est-ce qu'on pourrait dire kitsch des produits souvenirs, mais en allant développer des produits un peu esthétiques, design et sympa, on va dire cool même, j'ai envie de dire cool, de produits d'artisanat. Donc du coup maintenant on distribue, on source, on développe et on distribue nos propres produits du coup encore aujourd'hui. Donc ça, le MUSEM, c'était un point important, puis c'était un peu j'ai eu l'impression, et j'ai toujours l'impression d'avoir mis le pied dans la cour des grands en arrivant au musée des civilisations. Voilà. Donc ça, c'était quand même un point important aussi de mon arrivée à Marseille, de mes étapes à Marseille en tout cas. Ouais, puis tu étais assez jeune et tu avais directement cette double activité, parce que tu as continué ton activité de freelance de direction artistique. Et à côté, tu avais ce pop-up qui t'a donné des idées par la suite. Ça m'a donné des idées parce que c'était pas forcément ce que j'avais envie de faire au départ. Enfin, du moins, j'étais bercé dans ce milieu Bon, c'était plutôt le fashion avec culte, mais il y avait... c'était plutôt la mode, mais il y avait ce côté quand même développement de produits, de goodies. On allait chercher la collab qui va bien, qui va faire parler de nous sur les réseaux. Donc il y avait quand même cette idée un peu de développement produit, et j'avoue que moi j'adore le sourcing et le développement. Moi c'est une des parties de mon métier qui me passionne le plus, parce que c'est de la recherche et développement, c'est du temps chez les fournisseurs, c'est de la technique, c'est des développements de samples, des calculs de prix, de rentabilité. Donc en fait il y a toute cette partie-là en amont qui me passionne. Et donc du coup ça m'a un peu dit, voilà, en fait en sortant de là, après ces 6 mois passés là-bas, je dis en fait je pense que j'ai envie de développer un peu des produits, et j'ai envie de pousser ce projet un peu plus loin, quoi. Chose que j'ai fait là dans les années suivantes. Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu cet aspect un peu, développer des produits sympas, iconiques, les choses, croiser quelqu'un enfin combien de fois ça m'est arrivé. Et alors en tant que jeune graphiste, si on m'avait dit ça quand j'avais 15 ans et que je disais un jour je dessinais des t-shirts pour Culte, et que tu vois tes t-shirts portés par quelqu'un que tu connais pas à Paris dans le métro, là à ce moment-là je me suis dit bon, c'est ce que j'ai envie de faire, quoi. En plus du graphisme, de l'identité, du côté visuel qui m'a toujours passionné, il y avait ce côté tangible, on va dire, de mon design, quoi, de mes idées, de pouvoir créer des produits, de l'avoir en main et de le commercialiser. Beaucoup d'investissement, j'imagine, pour une boutique que tu as pu garder 6 mois, puisque c'était le principe de ce pop-up store. Comment tu as fait ensuite pour faire perdurer déjà tous les produits que tu avais fait fabriquer, pour continuer à les vendre et pour continuer à donner cet esprit à travers Vacances Permanentes? Il y a eu 2 phases, et en fait il y a eu 2 phases dans le business, en tout cas entre 2018 et maintenant, et 2023, où on est retourné au MUSEM, on a remporté un appel d'offres en 2023. Il y a eu 2 phases, donc il y a eu la phase d'abord MUSEM, appel d'offres, musée, boutique, machin, qui s'est très bien passé, où on avait développé pour le coup une gamme de produits essentiellement autour du musée. C'était la demande, à travers des producteurs locaux, donc des produits on va dire souvenirs, à travers en circuit court, à travers une sélection d'artisans locaux et tout ça. Et ça m'a donné envie de développer d'autres produits. 2018, donc 2019, j'étais plutôt sur du développement j'avais pas encore cette notion et cette idée de marque Vacances Permanentes. Donc il y avait eu la boutique, et je pensais déjà à un site internet à l'époque, un e-shop, mais j'avais pas passé le cap. Et j'ai fait du développement. Ensuite, il y a eu le Covid, donc j'ai eu un peu plus de temps. Pour le coup, l'activité n'était pas impactée, pas directement, parce que j'avais pas de commerce en soi et pas trop de frais fixes, mais j'ai pu profiter de ce temps-là pour développer des produits, notamment un produit qui est iconique, que j'aurais pu amener, savon de Marseille qu'on a développé, le savon de Marseille MUSEM, qu'on a développé avec la savonnerie du Midi, qui est une des plus savonneries historiques de Marseille, la Corvette, la marque La Corvette. Et on a développé, du coup, pendant ce temps un peu de latence du Covid, un savon de Marseille MUSEM à l'effigie de la fameuse résille du mouchard à du MUSEM, en forme de MUSEM carré, donc sur une savonnette de 100 grammes. J'ai bossé sur ce genre de développement produit, et du coup j'ai pu le lancer post-Covid, et puis j'ai pu retourner boire notamment le MUSEM avec ce produit, ce qui m'a aussi permis de remporter l'appel d'offres de 2023. On est retourné avec plus d'expérience, plus de savoir-faire, des nouveaux produits. On a augmenté notre gamme de produits. On n'a pas fait que des produits MUSEM, on a aussi fait des produits pour la marque Vacances Permanentes. Donc on a eu cette envie pour le coup de faire une marque. Le nom sonnait bien, c'était le nom de la société, c'était le nom du shop, mais on n'avait pas encore de notion de marque. Et c'est que tout le monde disait, mais mec, on avait fait quelques goodies comme ça pour rigoler, des casquettes. Et en fait, les gens se les arrachaient, et tout le monde a dit, mais il faut que vous en fassiez une marque. Donc on a dit, ok, on va faire une marque Vacances Permanentes. Et donc là, deuxième MUSEM, plus d'expérience.
Tu parlais d'investissement, mais c'est vrai que pendant tout ce temps-là, quand on entreprend, on investit financièrement, mais aussi en termes de temps et personnel. En tout cas, quand on est chef d'entreprise, c'est un investissement permanent pour la société, mais aussi pour soi-même. Il faut se rappeler quand même que une société, on en est un peu le papa et il faut s'en occuper dans les bons comme dans les mauvais moments. Et c'est effectivement beaucoup d'investissements que j'ai pu faire, mais que je regrette pas aujourd'hui. L'entrepreneuriat, c'est du temps. Avant de réussir, on se plante, on apprend, on refait, on réapprend, on se replante, on continue. Et je veux dire, ça prend beaucoup de temps et c'est vrai que l'investissement, tu le quantifies au début, puis après, à un moment donné, tu arrêtes de le quantifier. Et je suis plus guidé maintenant par l'envie, la passion, voilà, de mener à bien ce projet, enfin les différents projets que j'ai montés. Et j'essaie de pas trop quantifier en tout cas. Mais oui, il y a de l'investissement beaucoup personnel. Ok. Tu parles des différents projets que tu as montés, Ouais. justement. Donc en même temps, tu avais cette activité de direction artistique en tant que freelance. Et petit à petit, en fait, tu as changé un peu le modèle. Tu as continué à avoir cette casquette de direction artistique, mais pour des projets dans lesquels tu es devenu associé. Donc un petit peu d'autres enfants à toi. C'est ça, ouais, il y a eu d'autres enfants. Tu parlais au début des nombreux projets que j'ai. C'est vrai que j'ai monté pas mal de projets. Des fois, même moi, je me dis, mais pourquoi monter autant de projets? Il faut savoir que je suis de nature. Je suis très hyperactif et j'aime beaucoup être en mouvement. J'aime beaucoup aussi les nouvelles choses, les nouveaux projets. Développer des projets, c'est des choses que je te le disais tout à l'heure qui me plaisent, quoi. Le côté création, développement, lancement, j'adore ça. Et même ce qu'il y a après, hein, ça ne veut pas dire que je suis pas à l'après. Mais... Donc pendant ces années à Marseille, j'ai pu, à travers mon expérience, bosser donc, du coup, dans l'événementiel, dans le culturel. Ce qui m'a donné aussi pas mal d'envie. Je suis très porté, j'aime dans la musique, grand collectionneur de vinyle. Depuis des années, je mixe depuis on va dire, plus de 15 ans maintenant. Je collectionne les disques. J'étais déjà DJ donc il y a 15 ans. Et voilà, typiquement, mon passage à Marseille m'a fait rencontrer des gens. J'ai monté d'autres projets, notamment Maraboutage, qui est un projet un peu un point clé de mon parcours aussi et de qui je suis aujourd'hui. Et qui est un projet artistique, culturel. Donc c'est un collectif pluridisciplinaire d'artistes marseillais ou d'adoption, parce que moi je suis marseillais d'adoption aussi, qui se sont rencontrés un peu sur scène et sur les dance floors, on va dire, de clubs à Marseille. Et on a décidé de monter donc un collectif qui est aujourd'hui une troupe à part entière d'artistes pluridisciplinaires, de danse, performance, DJ sets, live. Et on produit des spectacles donc, aujourd'hui, mais on a commencé dans les bars. Et donc ça, typiquement, c'est un projet qui est plutôt porté sur il y a de la direction artistique, il y a de la production, de la gestion d'équipe. Et ça, c'est un des projets que j'ai monté un peu en parallèle en même temps à peu près que Vacances Permanentes en 2018, et en tout cas qui s'est créé en 2018 et qui a mis quelques années avant d'émerger et qui aujourd'hui tourne bien. On fait des salles de spectacle en France, à l'international. On est représenté par une agence à Paris. On a un manager, on a un booker, un tourneur. Ça a pris aussi donc une belle ampleur et ça fait partie des projets qui m'ont un peu construit, sur lequel pareil j'avais une carte blanche parce que c'était mon projet et j'avais une carte blanche artistique, donc direction artistique, gestion de projet et tout ça, avec aussi comme tout projet la partie un peu plus lourde, on va dire, admin, gestion, comptabilité, qui faisait partie inhérente un peu de tous les projets qu'on monte quand on a une société. Donc j'ai monter une boîte de production qui était d'abord une association, puis une boîte de production aussi pour produire cette petite troupe, quoi. La famille Maraboutage, quoi. Big up à mes frères et à mes soeurs de la famille Maraboutage. Et ouais, investir. C'est vrai que ces projets-là, j'ai toujours eu plusieurs casquettes. C'est pas tout le temps facile à gérer, mais en tout cas, ça m'a donné l'envie de continuer d'entreprendre. Parce qu'on peut facilement aussi, des fois, avoir des désillusions, se planter, se dire bon je vais tout arrêter, je vais aller me prendre un CDI quelque part et tout. Et en fait moi je me suis toujours effectivement rattaché au projet que je montais à côté. C'est le cas de Maraboutage, de Vacances Permanentes. Je continuais à avoir du freelance à côté parce qu'il faut manger à un moment donné, parce que c'est sympa d'entreprendre, mais tout entrepreneur sait qu'il faut pouvoir financer son entreprise et puis ses passions. Et donc j'ai toujours gardé un peu de freelance, donc des clients en graphisme, en direction artistique. Et petit à petit, au fil des années, que les projets avançaient, que les projets grossissaient, j'ai fait, ça je te le disais au téléphone, j'ai fait le choix de me détacher de ces clients, on va dire externes, pour ne me concentrer que sur les projets dans lesquels j'étais associé ou du moins investi et qui me tenaient vraiment à cœur, notamment donc Vacances Permanentes,
que je gardais un peu en side project. Maraboutage qui a commencé à prendre une place très importante depuis quand même 3-4 ans dans ma vie et dans ma façon aussi d'entreprendre et de travailler. Les Roms du Sud, qui est aussi un peu un enfant de Number aussi en quelque sorte, puisque les Roms du Sud ont commencé avec Number. Et donc je me suis un peu consolidé autour des activités dans lesquelles j'étais associé et qui me passionnent, et surtout avec des gens avec qui j'adore travailler, qui sont mes amis de très longue date, mes associés, et avec lesquels je développe ces différents projets-là, quoi. Quand tu parles d'entrepreneuriat, tu parles de passion, tu parles d'authenticité, tu parles aussi d'entreprendre avec ses amis. Est-ce que c'est pas trop compliqué? On va dire que c'est technique. Non, mais c'est technique. Beaucoup de gens vont dire il faut pas travailler avec ses amis, c'est très compliqué. Voilà. Alors effectivement, c'est compliqué, mais ça donne aussi d'un autre côté quand on arrive à dompter certaines choses en termes d'entrepreneuriat, d'association en tout cas, c'est quelque chose qui peut être très bénéfique et qui peut être très vertueux. Et moi, c'est vrai que j'aime bien m'entourer de gens en qui j'ai confiance. Donc pour moi, il y a plus une histoire aussi de confiance, de partager une passion. Et ça, généralement, moi, ça se partage souvent avec ses amis. Moi, je sais qu'il y a des moments qui sont compliqués, mais comme dans toute association, on va dire, et dans toute entreprise, il y a des moments qui sont pas faciles. Mais moi, en tout cas, je regrette absolument pas d'avoir entrepris avec mes amis, et c'est ce qui me porte aujourd'hui. Et j'ai encore plus de fierté à dire que j'ai fait tout ça avec mes amis, et que les 4 gros projets pour lesquels je bosse aujourd'hui, dans lesquels je suis associé et que j'ai monté, sont faits avec des amis, ouais, de longue date, soit des gens avec qui j'ai fait mes études, soit des amis tout court en fait, et je suis assez fier de ça, quoi. Est-ce que tu penses que vous avez fait des choses différemment parce que vous étiez amis, justement, dans ce projet entrepreneurial? Est-ce que vous avez fixé des règles, par exemple, sur la détention du capital, le fonctionnement de la société pour essayer de cadrer? Alors, il y a du cadrage. Donc, alors, il y a des sociétés, des projets dans lesquels je suis plus associé que d'autres. Il y en a où je suis un peu plus minoritaire. J'accompagne, on en a parlé aussi au téléphone, où j'ai plus un rôle de consultant, que ce soit les Roms du Sud ou Pampa, par exemple, Pampa Cruise, où j'ai plus un rôle de consultant, d'accompagnant, mais je suis associé quand même sur une partie identité visuelle, stratégie de marque, direction artistique. J'accompagne, je suis un peu moins décisionnaire, mais sur la plupart des projets, quand même, effectivement, il y a une organisation, et heureusement, qui s'affine d'année en année, qui se fait pas tout de suite, bien évidemment, qu'on construit en fait ensemble avec les associés. Et ouais, il y a heureusement qu'il y a une organisation. Et après, c'est sûr que on va dire que c'est pas quelque chose de classique où il y a un patron. Il y a un patron. À un moment donné, je veux dire, ça dépend des projets. Mais il y a toujours un patron, un décisionnaire, et après les associés qui suivent. Mais ça s'est toujours fait dans la bonne entente. Et je veux dire, il n'y a jamais eu vraiment de rapport vraiment hiérarchique. Et les rapports hiérarchiques, ils se créent d'eux-mêmes selon l'activité, selon le business. Je pense notamment au Rhum du Sud. Il y a un pilote, c'est Hugo Randazzo, big up Hugo, meilleur capitaine du monde de société. Non, mais je veux dire, voilà, moi je suis entrepreneur aussi. Et entre entrepreneurs, il y a une sorte de compréhension et de dialogue, je veux dire, avec les associés, et surtout le gérant, souvent quand il y a un gérant. Et moi, c'est le cas aussi avec les sociétés où je suis majoritaire, notamment Vacances Permanentes. J'ai des équipes avec moi, j'ai des associés, et je suis un peu la voix du truc. Et voilà, il me laisse piloter, et c'est ouvert à tous. Je veux dire, il y a des rapports, il n'y a pas vraiment de rapports hiérarchiques, mais en tout cas, il y a du dialogue, il y a de la discussion, de la transparence, et il y a de l'échange. C'est le plus important dans un business, je pense. Et c'est comme ça qu'on avance pour l'instant. Ok, donc un pilotage basé sur un fonctionnement entre les rôles opérationnels, les rôles de gérant, et aussi tout simplement une bonne intelligence de communication qui permet de prendre les bonnes décisions et de laisser peut-être la personne, le capitaine, un peu plus s'exprimer lorsque c'est nécessaire. Voilà, ouais. Après, voilà, toujours pareil, ça dépend des business. Il y a des business où je t'ai dit je suis plutôt minoritaire et où je suis consultant, donc mon rôle il est focus, on va dire, sur un poste qui est par exemple la direction artistique, l'identité visuelle, l'identité de marque. Donc ça on va dire que c'est ma target, et des fois j'aime bien aussi j'ai que ça à faire. Et sur d'autres sociétés comme Vacances Permanentes, où là je suis aussi le capitaine, j'ai la partie créative, la partie gestion de projet, développement de produits, sourcing, fournisseurs, communication, distribution,
Et aussi tout le reste, quoi, comptabilité, admin, et qui est quand même, voilà, qui est inhérente au projet. Donc en fait, selon les projets, on a plus ou moins il y a plus ou moins de choses à faire, mais voilà, voilà, c'est quelque chose, encore une fois, moi, c'est des passions, donc je compte pas mes heures, et je pense que de toute façon, dans l'entrepreneuriat, il faut pas compter ses heures, sinon tu baisses vite tu tires vite le rideau, quoi. Non, mais tu peux vite être découragé par le temps passé, alors que c'est plus une vision, et accompagner sa vision, et pour moi, jusqu'à ce que ça prenne, et même après, il faut pas compter son temps. Parce que la progression n'est pas toujours linéaire, il y a des hauts, il y a des bas, tu en parlais tout à l'heure avec Vacances Permanentes. Tu disais tout à l'heure au démarrage que tu avais beaucoup appris avec Culte. Néanmoins, j'ai noté que ça avait été assez court, très rapidement. Tu as voulu basculer dans l'aventure entrepreneuriale, donc tu as démarré très jeune. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir entrepreneur? Alors, c'est vrai que j'ai commencé tôt, et puis je te parlais d'association. Moi, genre, c'est la petite anecdote, mais j'ai monté ma première marque de t-shirt, j'avais 15 ans. J'avais monté une association, j'avais 15 ans. La deuxième, j'avais 17 ans. J'avais envie de créer, je sais pas, bon, déjà, j'avais envie de dessiner, j'avais envie de faire des t-shirts. Je regardais Culte d'un œil de loin en me disant, cette marque elle me passionne. Je veux dire, je me serais battu pour avoir un t-shirt, mais et je disais, en fait, j'ai envie de faire ça, de ce côté marque. Et qu'est-ce qui m'a donné envie? Bah, c'est mes rêves d'enfant. En fait, j'étais dans ma campagne à côté d'Aix, et je me dis, en fait, j'ai envie de. Voilà, j'étais fasciné par les magazines. Je regardais les magazines, je regardais les marques, je regardais les boutiques. En fait, ça me fascinait de me dire, bah, tout ce business-là, cet environnement-là me passionne. Et après, je dois avouer que j'ai un père qui est totalement autodidacte, euh, qui a fait mille et une choses dans sa vie, et qui a, bon, pour le coup, lui, pas fait de formation, mais qui a été, on va dire, à l'école de la vie, comme disait l'AUE, et qui m'a donné, je pense, un peu cette envie d'entreprendre, cette envie de développer mes idées. Et j'avais, voilà, dans le fond, j'avais cette envie-là. Même avant de finir mes études, je me suis dit, j'ai pas envie pas de travailler pour quelqu'un, c'est un peu, je sais pas, ça peut être mal interprété, mais j'ai envie d'avoir ma propre histoire, ma propre entreprise, et je vais tout faire pour ça. Donc j'avais toujours un peu cette âme indépendant, entrepreneuriale, et après elle s'est développée au fur et à mesure de mes expériences. J'ai quand même travaillé en entreprise, j'ai fait une grosse partie de mes études en alternance, j'ai fait 3 ans sur 5 en alternance de mon master. Donc c'est vrai que voilà, j'avais appris les bases, et donc je me suis dit, moi, voilà, je veux développer mes idées, et j'avais donc cette envie de faire moi. Et c'est un peu, c'est pas facile, c'est pas évident. Tout le monde te regarde avec des grands yeux en mode, non, mais tu vois, voilà, écoutez pas les gens, surtout, s'il vous plaît. Écoutez les bonnes Tu as personnes. écouté tes envies et ta passion. Écoutez les bonnes personnes. Non, mais écoutez, voilà. Et surtout, si vous avez l'âme d'entreprendre et que vous en avez envie, essayez, au moins essayez. Et même si vous vous plantez, recommencez. Et enfin, moi, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est le message que j'ai envie de passer, parce que si j'avais abandonné là, j'en serais pas là aujourd'hui. Et cette envie d'entreprendre, je pense qu'elle est innée. Enfin, moi, c'est peut-être parce que c'est ma formation, mon expérience professionnelle, mon père, mon éducation, enfin, ou tout ça, en fait, peut-être réuni, qui fait que j'avais envie d'entreprendre. Est-ce que tu as trouvé que c'était compliqué d'entreprendre aussi jeune? Non, parce que je t'ai dit, j'ai quand même commencé tôt, les marques de t-shirts, 15 ans, 17 ans, j'allais voir les boutiques avec mes t-shirts en main. J'avais même pas de je sais même pas comment je facturais à l'époque, quoi. Je prenais le bus, enfin, j'étais allé vendre à quelqu'un que j'ai rencontré qui est à Marseille maintenant, Driss de Maison Mère, qui avait des boutiques à Manos. J'ai pris le bus à 16 ans pour aller vendre des t-shirts à Manos. Enfin, donc j'avais envie de créer, j'avais envie de développer. Et voilà, peut-être père un peu artistique, moi aussi un peu artistique dans l'âme, la fibre, un peu l'œil, on va dire, artistique. J'avais envie de développer ça. Et c'est marrant parce que tu dis toujours, on me l'a encore dit l'autre jour, on m'a dit, ah mais tu te souviens, il y a 3 ans, tu m'as dit que t'allais arrêter tes conneries, entre guillemets. Et en fait, tu continues, mais en fait, t'es fait pour ça. Et en fait, je pense qu'on s'arrête jamais si on est entrepreneur. On a envie, on a envie de développer des idées, on a envie de travailler avec des gens, de monter des équipes, d'imaginer un projet jusqu'à sa création et son lancement. En fait, c'est ça, entreprendre, je pense. Et c'est difficile d'arrêter un entrepreneur. Non, je veux dire, même les échecs construisent. Moi, maintenant, avant, tu m'aurais posé la question à 5 ans, je t'aurais dit, ah ben je me suis planté. J'ai envie d'arrêter maintenant. Et en fait là, maintenant je vois ça comme j'ai l'œil un peu, je vois ça comme une expérience. Même quand tu te plantes, ou que
tu vas peut-être pas te planter, mais tu n'as pas le résultat escompté. Mais je me dis, bon, ok, qu'est-ce qu'on va faire pour que la prochaine fois, on fasse 10 fois mieux et qu'on réussisse, en fait. Mais je trouve que cette détermination, tu l'as par voilà, je voulais le placer à un moment donné, la résilience. Et je me trouve aujourd'hui résilient, ce qui n'était pas le cas avant. Et aujourd'hui, la résilience, elle est importante voilà, pour voir plus loin. Un projet il se plante ou ne marche pas comme tu avais prévu que ça se passe. Il y a 1000 autres façons de le réussir. Il y a 1000 autres projets. Il y a 1000 autres idées. Il n'y a rien qui est figé. C'est juste ça que je veux dire aux entrepreneurs. Si vous êtes en création d'entreprise, il n'y a rien de figé dans le temps. Et tout peut changer d'un jour à l'autre si vous décidez de le changer et que vous mettez les choses en place pour le changer. Et je pense que c'est très important ce que tu dis. Il n'y a pas d'entrepreneur qui ne se plante pas. Il faut se planter pour faut prendre du risque pour réussir. Et quand on prend du risque, on se plante. Mais tu te plantes une fois, tu te relèves, tu fais les choses différemment comme tu dis. Et la fois d'après, tu vas réussir. Donc c'est normal en fait que certains projets ne prennent pas aussi rapidement que ce qu'on peut penser. C'est clair que c'est normal. Mais après, les bonnes choses prennent du temps. Ça aussi, j'ai mis du temps. Voilà. Bon, après, moi, je suis pas dans les startups, hein, attention. Donc, c'est sûr que je sais qu'il y a des entrepreneurs qui, en moins d'un an, lèvent des millions ou font des millions, puis revendent. C'est vrai que c'est pas trop moi, ma fibre. Moi, c'est plus des trucs qui sont inscrits dans le long terme. Avec une idée de faire vivre aussi des projets, des marques et des identités. Voilà. Et c'est aussi, voilà, je l'avais pas dit tout à l'heure, mais c'est beaucoup de projets humains, beaucoup de PME. Enfin, c'est des PME, moi, nous qu'on a. Il n'y a pas beaucoup d'employés, mais il y a quand même une fierté de ça, d'avoir 7 employés sur les Roms du Sud. Cet été, on avait 3-4 employés sur vacances permanentes. Maraboutage, maintenant on est produit, mais on a quand même on embauchait plus d'une dizaine d'artistes mensuellement. C'était aussi une fierté pour moi, même si pour le coup c'était pas rémunérateur à l'époque. J'étais content de me dire, je suis content, il y a 10 personnes qui croient à ma vision, à notre vision pour le coup, parce que je suis pas tout seul, et à notre projet. Et ça, c'était mon salaire à moi. De me dire, voilà, non mais je veux dire, je fais vivre des gens, et en plus il y a des gens avec moi pour pousser cette vision-là. Et ça, quand on est entrepreneur, de pas être seul, en fait, ça aussi pareil, c'est une clé. Et pendant des années, j'ai cru quand je pouvais être seul et tout faire. Et voilà. Et en fait, c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à avancer. Il faut bien s'entourer, associé ou pas. Hein, ça peut être aussi des prestataires, des salariés ou je voulais trouver un terme un peu plus des collègues. Non, mais je veux dire, c'est pas forcément que de l'association. Mais c'est aussi bien d'être accompagné sur des gens qui croient dans une vision, parce que ça donne ça donne du cachet, je trouve pas le mot, mais je veux dire, ça donne du crédit un peu à la vision qu'on a quand on est entrepreneur, d'avoir des gens qui nous suivent, qui sont prêts à mouiller le maillot, prendre des risques aussi avec soi et être là et de pas être tout seul, quoi. Ne serait-ce que pour brainstormer, se poser des questions. Quand on est tout seul, c'est très compliqué, quoi. Okay. Tu parlais il y a quelques minutes de résilience. Je sens pas mal de maturité dans ton discours. Est-ce qu'aujourd'hui, dans tes différents projets, tu as l'impression d'avoir atteint une certaine phase de maturité, justement ? Oui, un petit peu. Après, j'essaie je veux pas m'endormir en me disant ça non plus, et ni que ce soit trop présomptueux, mais oui, en quelque sorte, il y a un peu de maturité. J'ai entrepris, je crois que mon auto-entreprise, si je dis pas de bêtises, je l'ai créée en 2011 ou 2012. Donc ça va commencer à faire, 25, 13 ans. Donc ça fait 13 ans, c'est ça ? 13 ans que je suis, plus de 13 ans que je suis auto-entrepreneur à mon compte. Et c'est une fierté de l'être encore, parce que on en croit souvent beaucoup qui l'ont été, qui changent. Moi, c'est vrai que je suis fier de ça. Je suis fier de dire que je suis entrepreneur. Je suis aux gens qui m'entourent, à ma famille, à mes amis, aux gens que je rencontre, à ma banque. Je veux dire, je suis fier d'être encore là. Et je pense que ça, c'est en quelque sorte ouais, j'ai pris beaucoup de recul aussi sur les expériences que j'ai eues. Et c'est vrai que j'aborde aujourd'hui les projets et l'entrepreneuriat d'une manière un peu plus, je veux dire, détendue. Parce qu'au bout d'un moment, on sait ce que c'est la gestion, on sait ce que c'est le bilan. Là, il y a la TVA, là, il faut faire de la gestion, là, il y a de l'admin. Je veux dire, une fois qu'on le sait et qu'on en a mangé, sur ces topics un peu, c'est chaud, je viens de dire, pour moi, parce que c'est vrai que c'est pas mon cœur de métier. T'es artiste ? Je suis artiste et puis je suis entrepreneur.
Et je trouve que les deux se lient super bien. Mais une fois qu'on a intégré ça et qu'on sait faire cette partie-là qui est un peu chaude quand on est chef d'entreprise, en tout cas, bah, on se détend. Puis quand on s'est planté 10 fois et qu'on a continué, bah, on se détend sur un nouveau projet en se disant, bah, même façon, si on se plante, moi, je vais tout faire pour que ça réussisse, mais si celui-là réussit pas, pardon, on en trouvera un autre. Et des idées, j'en ai tous les jours. Donc après, j'essaie de faire les choses bien cadrées, de pas trop m'éparpiller. Ça, c'est aussi un de mes grands défauts. De réussir à cadrer, à pas trop s'éparpiller. Surtout quand on a plusieurs projets comme ça, c'est difficile d'être en même temps sur tous les tableaux, voilà, de manière cohérente et surtout de s'investir correctement et au niveau qu'il faudrait. Donc, ouais, maturité, oui, je pense, 35 ans, c'est l'âge d'homme, c'est l'âge de la maturité. Et en même temps, tu as des idées dans les cartons, si je comprends bien, Non, mais parce que j'ai toujours qui sont prêtes. j'ai toujours des idées farfelues. Enfin, j'ai toujours des idées. Des fois, il y a des choses qui vont me popper et je vais noter. Et puis, des fois, là, typiquement, j'ai développé un produit avec Vacances Permanentes. Je te donne un exemple, hein, qui est un fanion. Donc, c'est un objet de décoration. C'est un produit d'artisanat parce que je l'ai voulu 200% fait, conçu et fabriqué ici dans le sud. C'est un fanion en feutrine, donc en forme de triangle, qui reprend les très connus fanions de baseball américains de supporters, tu vois, anglo-saxons, parce que c'est anglo-saxon et américain. Et c'est un truc que j'ai vu en Australie il y a maintenant 6 ans. J'étais en voyage en Australie et je vois cet objet détourné dans une boutique de déco, d'artisanat, pareil, à Melbourne, il y a 6 ans. Et pendant 6 ans, je rentre de ce voyage et je dis, mais il faut que je fasse des fanions. Je vais faire des fanions avec des noms de quartiers de Marseille. J'avais mis l'idée, j'ai noté, j'ai bossé ce projet en vrai depuis, donc ça va faire depuis 2019, hein, j'étais en 2019. Ouais. Et donc depuis 2019, j'ai cette idée de fanion, j'ai saoulé tout le monde avec. J'en ai parlé à tout le monde, au point à un moment donné, j'ai rien lancé, tu vois. Et au point, parce que, bon, Covid, puis des fois, t'as pas le temps, t'as pas l'argent, t'as pas le temps de... Puis c'est resté un projet qui était là, qui était designé, j'avais fait le développement, le sourcing, j'avais mes coûts, enfin, je veux dire, j'avais mes tableaux. Et en fait, j'ai pas réussi à le lancer, peut-être parce que j'étais seul ou que j'étais pris par d'autres trucs. Et j'ai fini par le lancer là en juin. Et avec voilà, ça fait 5 ans plus tard. Et avant, dans les dernières années, tout le monde disait, et tes fanions, tu m'en parles, mais tu les as jamais sortis. Tu vois, c'est un peu le... T'étais obligé, en fait, de les lancer à un moment. Ouais, obligé, puis même pour moi. Non, mais il fallait à un moment donné, après, tu peux choisir de ne pas le faire. Hein. On est libre de faire des choix, libre d'entreprendre. Mais moi, j'avais envie de le faire et j'ai fini par le faire. Et fierté aujourd'hui d'avoir ces fanions en boutique. On a fait d'abord Aix, parce qu'en ce moment, on a une boutique à Aix-en-Provence, avec Vacances Permanentes. Et là, on a Marseille qui va sortir au printemps. D'accord. Avec 13 premiers quartiers, dessinés par un illustrateur marseillais. C'est sérigraphié à Marseille et c'est cousu main à Marseille, parce que c'est en feutrine, donc c'est en tissu. Okay. Donc c'est un produit 200% local, sud Marseille, qui est conçu ici, qui viendra décorer vos maisons, vos appartements, ou qui fera des très jolis cadeaux à vos amis, à votre famille. Les fanions qui s'appellent des quartiers d'été. Ça reprend des noms de quartiers un peu connus pour chaque ville. Et l'idée de le développer, donc là on a fait Aix, avec un illustrateur aixois, Vincent Monnier, big up. On a fait Marseille avec mon ami Anton Moglia, qui est illustrateur typographe. On fait vraiment appel à des gens qui ont un savoir-faire. Moi, c'est ça que j'aime bien aussi. C'est pas juste aller prendre une typographie sur Internet et le mettre sur un produit. Il y a tout ce travail de cette démarche de recherche et de développement. Et on va aller se développer comme ça dans le sud-ouest avec d'autres artistes à Paris et prendre des villes et bosser avec des illustrateurs locaux pour faire ces produits-là. Donc au final, il ne faut rien lâcher, même 5 ans après, si vos idées sont toujours pas sorties, tenez le bon bout et ça va le faire. Quoi. Ok, donc ça c'est le prochain projet, quoi. C'est plus un projet. C'est Vacances Permanentes. C'est en cours, mais c'est un des produits. Jour, quoi. C'est un des produits de Vacances Permanentes qui existe et qui est en boutique déjà et qui est vendu sur Internet. Allez voir vacancespermanentes.fr, les fanions quartier d'été, et on va développer d'autres villes. Ouais. Mais le produit existe dans un de mes projets et c'était un bébé que j'attendais depuis au moins 5 ans. Quoi. Ouais. Et même là, c'est ton bébé, tu dis j'étais seul, mais tu t'entoures à chaque fois dans la ville de quelqu'un qui a cette identité locale et qui va t'aider à faire que le produit, comme tu disais tout à l'heure, c'est plus qu'un simple produit, il y a une histoire derrière. Ouais, alors tu as une histoire derrière, mais notamment pour les quartiers, parce que les quartiers ils ont des histoires, les quartiers ont des identités, historiques ou non, mais aussi peut-être visuelles ça peut passer par l'architecture, l'histoire du quartier. On a fait un fanion Corniche, tu vois, Corniche Kennedy.
D'ailleurs, on est sur la corniche et il y a tout ce côté-là. Il faut que l'illustrateur, c'est quelqu'un qui connaît bien sa ville, qui a une patte déjà typographique, artistique, graphique, et il va venir lui interpréter les quartiers à travers son prisme. Il y a aussi un autre aspect qui est intéressant de travailler avec des gens, c'est pour le côté communication, collaboration. Ça va permettre de communiquer sur le produit avec un acteur local qui connaît déjà du monde, développer le réseau, parler du produit auprès du réseau de l'artiste. Donc, en fait, c'est un peu une double démarche, mais oui, c'est un truc que je veux en local avec une couleur locale à chaque fois pour accompagner, là sur ce produit-là, hein, pour accompagner le projet, quoi. Il y a le côté savoir-faire, il y a le côté réseau aussi. Puis il y a le côté sens. Moi, j'aime les choses qui ont du sens. J'essaie de faire développer des choses, des produits qui ont du sens dans ce qu'on fait, quoi. Faut que ça ait du sens pour moi. Si ça n'a pas de sens, c'est pas intéressant. Je vais pas faire un produit parce que... Alors, je peux faire un produit parce que j'ai une idée farfelue et que j'ai envie de la faire, parce que je suis déterminé, et même si tout le monde me dit qu'il faut pas le faire, ça c'est... Mais je veux dire, je vais toujours chercher du sens dans les produits que je crée, à travers le savoir-faire, à travers l'utilité du produit, son esthétique. Voilà, pour moi, faut que je cherche le sens un peu dans ce que je fais, quoi. Ok. Et c'est ça que je trouve incroyable chez toi, c'est dans chaque projet dont tu parles depuis tout à l'heure, dans chaque idée, on retrouve cette notion de sens, on retrouve la passion, une fierté, ce côté authentique de faire travailler des acteurs locaux. C'est assez incroyable. Alors, on ne peut pas l'avoir, j'imagine, sur tous les projets entrepreneuriaux, mais toi, en tout cas, tu arrives dans chaque projet à faire ressortir ces valeurs-là qui sont, au final, tes valeurs. Ouais, c'est clair que c'est des valeurs. Moi, c'est des valeurs qui me sont chères. Et il faut Enfin, je veux dire, il faut garder quand même cette magie, parce qu'en fait, il y a une magie un peu dans l'entrepreneuriat. Il faut pouvoir rester passionné. Que ça marche ou que ça marche pas, je veux dire financièrement, économiquement, mais il faut pouvoir rester passionné par ce qu'on fait et passionné par ses idées. Et il faut rêver grand aussi. C'est un peu philosophique ce que je dis, mais moi, c'est un peu la vision que j'ai maintenant. Elle est un peu, ça se tourne un peu vers ça, parce que je veux rester passionné. Si c'est pour faire quelque chose qui me plaît pas, ça m'intéresse pas. Si c'est pour travailler avec des gens qui me plaisent pas ou que je sens pas, ça m'intéresse pas. Donc il faut garder cette envie, parce que sinon après on ferme boutique et on va travailler ailleurs, on change de secteur, on va travailler pour quelqu'un. Et je veux dire, moi c'est ça qui m'anime, quoi. C'est ce côté passion, cette magie. Et c'est un peu une magie. Enfin voilà, c'est un peu magique d'entreprendre. Il y a des recettes, c'est une recette magique un peu. Voilà, non mais c'est vrai, c'est une recette magique. Je pense à maraboutage, tu vois, les gens disent que c'est une recette magique pour faire danser. L'entreprise, ouais, je pense qu'il y a une recette magique pour en même temps être épanoui, en même temps se développer, se diversifier, et puis voilà, faire face au marché qui est quand même pas évident. Mais il faut garder faut garder ce côté cool. Enfin moi en tout cas c'est ma vision. Et il y avait une phrase chez Culte qu'on me disait souvent, mais qu'on disait souvent là-bas. Alors c'est peut-être pas, il faut le prendre avec des pincettes, hein, mais c'était plutôt humoristique. Et c'était, putain, on gagne pas d'argent, mais qu'est-ce qu'on se marre. Et en fait, moi, j'essaie d'avoir ça tout le temps. C'est-à-dire que même quand ça va pas, avoir la blague avec un associé, ça peut détendre le truc, donner des idées, débloquer des situations. Il faut pouvoir être humain, on reste humain, et il y a la machine du système, mais je veux dire, à laquelle on doit se plier, en tout cas l'économie de marché. Mais après, sur le reste, on est quand même libre. Il faut garder cette liberté un peu, développer ses idées, savoir avec qui on veut travailler, comment est-ce qu'on veut travailler, et les process qu'on met en place. Et pour moi, c'est hyper important. Et c'est ça que je valorise aujourd'hui, effectivement, dans tous les projets sur lesquels je bosse. En tout cas, le système dont tu parles fait qu'aujourd'hui, une très grande partie des personnes actives en âge de travailler et qui travaillent sont salariés. Parmi ces salariés-là, il y a une très grande partie qui rêve de devenir entrepreneur, et souvent qui hésite à franchir le pas, parce que dans le salariat, il y a aussi un certain confort. Et puis tu parlais de système, on a tous des factures, des crédits et autres à payer en fin de mois. Quel conseil tu donnerais justement à quelqu'un qui hésite à franchir le pas? Déjà, je pense qu'il faut pas regretter d'avoir essayé. Enfin, moi, je suis plutôt partisan de ça. Alors après, c'est sûr que ça implique des choix. Là, tu me parles de quelqu'un. Si quelqu'un travaille dans une société, on va dire un emploi stable avec mais qu'il a envie de changer et de développer
sa propre activité, sa propre entreprise et qu'il a envie de développer ses idées. Voilà, moi, le seul truc que je peux dire, c'est faut pas se freiner. Il faut surtout non plus pas, c'est pas obligé de tout couper d'un coup pour se lancer, devenir entrepreneur. Il y a 24 heures dans une journée. C'est largement suffisant si on a envie de commencer un business, en tout cas commencer à le développer tout en gardant une sécurité d'emploi. Je pense que ça, c'est tout à fait jouable aujourd'hui en 2025. Non, parce qu'il y a des gens, ils disent, ah, mais je vais tout arrêter pour faire ça. Alors oui, c'est vrai que quand on va entreprendre, il faut du temps, il faut des moyens, il faut de l'investissement, t'en parlais tout à l'heure. Mais je pense qu'au début, en tout cas, voilà, il faut pas non plus se lâcher des deux mains. Mais il faut pas s'empêcher d'entreprendre et il faut pas s'empêcher de rêver. Et voilà, il faut pas regretter de pas avoir essayé en tout cas. Il faut essayer, il faut se lancer, il faut y aller franchement, garder quand même une petite sécurité. Non, mais voilà, s'il y a possibilité d'avoir une sécurité, aujourd'hui, on peut. Je veux dire, on n'est pas obligé d'être. Pour monter une entreprise, c'est bien d'être investi. Ça va prendre du temps, ça va prendre de l'énergie. Mais rien ne vous empêche d'avoir un side project à côté, un side job à côté, je veux dire, pour un job alimentaire, quoi, Ouais, pour subvenir à vos besoins. pour assumer et Pour assurer, assumer, quoi. tu parlais de factures tout à l'heure, de loyer, de factures, la vie est devenue chère. Donc, c'est sûr que, à part si vous avez du cash flow, ce qui n'était pas mon cas, si vous avez du cash flow et que vous pouvez vous l'acheter demain, allez-y. Mais sinon, voilà, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, sécurisez quand même aussi votre position avant. Mais lancez-vous. Regrettez pas de ne pas y être allé, de ne pas avoir développé votre idée. Si vous rêvez de quelque chose qui peut se transformer en projet, en société, allez-y et donnez-vous les moyens de le faire, quoi. Ok, merci. Et puis pour compléter ce que tu dis, on a de la chance d'être dans un pays qui accompagne l'entrepreneuriat. Je pense notamment au dispositif démissionner pour entreprendre, où quelqu'un qui a travaillé pendant nombreuses années peut avoir droit à un accompagnement lié à France Travail et au chômage pendant 2 ans pour C'est se ouais, consacrer c'est ça. pleinement au lancement de sa société. Donc voilà, profiter que les personnes qui nous écoutent puissent profiter de ça, c'est aussi important et ça peut les aider Mais carrément. à franchir ce pas. Ok, le podcast va bientôt prendre fin. Une petite question à te poser. Qui aimerais-tu voir à ta place pour le prochain podcast? C'est libre. Quelqu'un de ton réseau ou quelqu'un voilà, que tu verrais bien répondre à mes questions sur l'entrepreneuriat et qui aurait des choses à nous dire, euh, Ben, peut-être aussi belles que toi. Ah ouais, ben, franchement, mon compagnon des Roms du Sud, Hugo Randazzo, je te lance l'invitation à venir répondre aux questions de Benjamin dans le podcast de Number. Hugo Randazzo des Roms du Sud, s'il vous plaît. S'appeler au micro. Ça marche, on retient et on lui enverra la vidéo. Il viendra avec plaisir si vous l'invitez. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ce temps consacré, Benjamin. Moi, ce que je retiens, c'est que l'entrepreneuriat, pour toi, était une évidence dès le départ. Et aujourd'hui, tu parviens dans ta vie d'entrepreneur, de chef d'entreprise, à concilier ta passion, le plaisir, à garder le côté authentique. Tu entreprends avec des amis, tout en délimitant bien la partie amicale de la partie business, en respectant parfaitement tes valeurs. Donc, je te vois très, très congruent aujourd'hui face à moi et j'ai hâte de suivre tes prochaines Bah aventures. ouais, avec Merci beaucoup. plaisir. Merci pour l'invitation, Ben. À bientôt. À bientôt, salut.
faut pas s'empêcher d'entreprendre et il faut pas s'empêcher de rêver. Et voilà, il faut pas regretter de ne pas avoir essayé en tout cas.